Les deux placements qui ont vraiment enrichi les épargnants. La performance d'un placement n'a de sens et d'utilité que dans la durée. Alors nous allons regarder avec un recul de 35 ans. C'est déjà pas mal. On pourrait aussi regarder avec un recul plus important. J'ai estimé que 35 ans était une durée vraiment suffisante pour permettre d'apprécier du potentiel réel de placement dans la durée, parce que sur une telle durée, c'est-à-dire depuis 1990, les conditions de marché se sont toutes produites. On a eu l'inflation, on a eu de la déflation, on a eu des cracks dus à des choses diverses, on a eu à peu près tout ce qui pouvait arriver, même la Covid, ce qui donne un recul pour apprécier du véritable potentiel des placements. Alors il est un placement qui a multiplié sa valeur par 5 en 15 ans et par 17 depuis 1990, c'est-à-dire depuis 35 ans. Je ne vous parle pas d'un produit miracle au fonctionnement obscur, dont on voit assez régulièrement les publicités elles-mêmes obscures, sur les réseaux sociaux notamment, et puis dans les divers supports qui permettent de toucher les épargnants. Mais je vous parle d'un placement classique auquel tout le monde a accès, mais que beaucoup ne connaissent pas, malheureusement pour eux. Bonjour à tous, content de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Ça fait en effet un moment que je n'avais pas sorti de nouvelles vidéos, mais je n'ai pas perdu mon temps. Pendant cette interlude, j'ai mis en ligne 2 nouveaux articles sur le blog Question Finance. Pour rappel, le blog Question Finance est mon canal de communication écrite dans tous les domaines concernés par Question Finance, et domaines que vous connaissez à travers les multiples vidéos, je dois en être à peu près à 300 aujourd'hui ou plus, que j'ai produites depuis 5 ans environ. Par conséquent, prenez l'habitude de jeter un coup d'œil sur ce blog, vous y trouverez du contenu autre que celui des vidéos. Alors pourquoi? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je réactive ce blog depuis quelques mois. Eh bien, c'est qu'on ne peut pas tout dire sur YouTube, ça commence à se savoir, et qu'en particulier dans les domaines, dans certains des domaines qui touchent au champ de préoccupation, au sujet de Question Finance, il y en a qui sont sensibles et pour lesquels les algorithmes de censure sont particulièrement stricts. En l'occurrence, ces algorithmes identifient comme indice d'un contenu potentiellement dissident certains mots, qui sont tous en rapport avec la politique, la géopolitique, disons de manière plus vaste, le politiquement correct, et à partir du moment où vous n'êtes plus dans le politiquement correct, c'est problématique pour la diffusion, la bonne promotion par YouTube des vidéos que vous sortez. Alors je mets de côté le cas des grandes vedettes de YouTube, dont le créneau de communication sur YouTube est justement un créneau qui est par nature très engagé, très polémique, et cela fait partie, quelque part, de la politique de YouTube, de ne pas les censurer, parce que ils assurent un trafic massif. Voilà, mais quand vous êtes une chaîne, disons moyenne, comme la mienne, il y a des sujets qui ne sont vraiment pas favorables au développement de votre chaîne, et donc désormais, le plus possible, ces sujets, je les aborderai en priorité sur le blog. Donc je vous conseille vivement de vous tenir au courant des publications du blog. Alors pour vous tenir au courant, bien c'est simple, vous pouvez tout simplement vous abonner au blog. Sinon vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, puisque dans la newsletter, lorsque vont paraître de nouvelles publications sur le blog, eh bien à la fin des articles, j'informe que viennent paraître de nouvelles publications. Je continuerai à travailler sur la chaîne, parce que la chaîne a contribué quand même fortement à me faire connaître, mais je vais bien sûr essayer d'édulcorer les contenus de la chaîne, c'est-à-dire de réserver les contenus, on va dire, les plus polémiques, ou potentiellement polémiques, sur le blog, de même que certains contenus techniques sur le blog, parce que la technique doit être lue plutôt qu'entendue,
si on veut pouvoir comprendre, et il est important de pouvoir revenir en arrière, ou s'arrêter, ce qui n'est pas le cas, ou beaucoup plus compliqué, lorsqu'on regarde une vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, il va être question des placements, des 2 placements qui ont le mieux performé sur les 35 dernières années, et concrètement ce que cela signifie comme résultat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour soutenir la chaîne dans le classement de YouTube, donc décidément on ne sort pas des problématiques de classement sur YouTube, pensez à cliquer sur le pouce, à laisser vos commentaires, mais de partager la vidéo sur vos réseaux. Et je vous réserve le meilleur pour la fin, il faut s'abonner, ce qui vous permet d'être tenu au courant, prévenu des prochaines vidéos lorsqu'elles vont sortir, et surtout, l'algorithme de YouTube adore ça. Il adore que les gens s'abonnent. Cette fois, c'est la dernière parenthèse que je fais sur le contexte de mes publications, et nous allons donc revenir à nos placements, c'est-à-dire au sujet d'aujourd'hui. Celui dont je parle à l'introduction est un fonds de placement en action qui reproduit l'évolution de l'indice des 500 premières valeurs américaines cotées en bourse. Cet indice, vous le connaissez si vous faites de la bourse, c'est le SP500, donc Standard & Poor's 500. Petit rappel mathématique, quand je vous disais en introduction que la valeur de ce placement a été multipliée par 17, si on parle en termes de pourcentage de hausse, ça fait une hausse de 1600% du placement depuis 1990. Dit de cette manière, c'est peut-être encore plus parlant que multiplié par 17. En numéro 2, pour la performance sur le long terme, on trouve l'or. Sa valeur a été multipliée par 8 depuis 1990 et par 3 depuis 2010. Donc multiplié par 8, ça veut dire une progression de 700%, et par 3, une progression de 200%. Et je vais vous donner un comparatif qui va vous permettre de mieux toucher du doigt ce que signifie, à quel point ces performances sont remarquables. Et bien pour se rendre compte de la puissance de ces résultats sur l'or et l'SP500, il suffit de les comparer à ceux de l'immobilier. Puisque l'immobilier, ce qui a l'avantage d'être connu de tout le monde, pas forcément juste de manière exacte en ce qui concerne ses performances, mais dans l'esprit de la plupart des Français, l'immobilier est un placement qui résiste à l'inflation et puis qui fait de la plus-value dans la durée. Et quand on parle de plus-value, je veux dire une plus-value inflation déduite. Parce que si sur 30 ans vous avez fait une plus-value, vous avez fait 150% de plus-value, mais que vous avez eu 150% d'inflation, vous avez fait zéro plus-value. Vous avez simplement une illusion de plus-value qui est une illusion monétaire. Bon. Bien en France, depuis 1990, qui est donc l'année de référence que je prends pour mes comparaisons aujourd'hui de fonds, sa valeur a été multipliée par seulement 2,72. Donc multiplié par 2,72, je vous rappelle que ça veut dire une croissance qui fait 172%. Alors bien sûr, c'est une moyenne. Si vous habitez Paris, vous allez me dire, il raconte n'importe quoi, Pierre. Mais non, là je parle au niveau national. Ce sont les chiffres nationaux. À Paris, évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Il y a d'autres endroits en France, pas forcément les endroits les plus, on va dire les moins urbanisés, ça dépend de beaucoup de choses, mais il y a d'autres endroits en France où la croissance était moindre. Donc, mais la moyenne, c'est 2,72. Et d'ailleurs, si vous regardez le prix dans des grandes villes qui ne sont pas des villes phares comme certaines villes de la Côte d'Azur, mais qui sont des villes très, très sérieuses, très importantes, comme Marseille par exemple, depuis 1900, là c'est peut-être pas 1990, c'est plutôt 2000, l'augmentation de l'immobilier, c'est à peu près ça. On est dans ces chiffres-là, là aussi c'est une moyenne, ça dépend des quartiers, etc. Mais enfin, on est dans des choses qui sont beaucoup plus réalistes que si je vous disais que depuis cette période, l'immobilier était multiplié par 4. Voilà quels sont les chiffres pour la base de comparaison de la plupart des Français, et pas que des Français, de beaucoup de ménages dans le monde. On voit que même l'actif de référence qui est l'immobilier est complètement pulvérisé par les performances de l'or et par celles
des actions américaines, puisque le SP500, c'est le cœur du marché américain, depuis 30 ans, ou même depuis, je vous ai dit, depuis 2015, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai pris comme référence 1990 et l'autre c'est 2015, je crois, ou 2010 peut-être. En tout cas, on est à des niveaux stratosphériques et durables et de long terme par rapport aux choses plus ordinaires que sont l'immobilier, comme l'immobilier. Alors si j'enfonce un petit peu le clou sur ce thème de ce qu'a fait réellement l'immobilier, eh bien c'est parce que je sais que beaucoup d'épargnants, donc beaucoup de ceux qui me regardaient aujourd'hui, vont être surpris. Une telle différence entre l'immobilier et les actions, enfin tout du moins certaines actions, parce qu'évidemment, je vous parle du SP500, ce n'est pas le marché qui a le moins bien fonctionné depuis 1990. Enfin, j'aurais pu aussi vous parler du CAC 40, qui n'est pas au même niveau que le SP500, mais qui est à peu près au niveau de l'or. Voilà. Alors quand on parle, parenthèse importante, quand on parle de performance en bourse, on ne parle pas, vous avez plusieurs indices, vous avez, oui, plusieurs déclinaisons d'un indice. Si on parle du CAC 40 par exemple, il y a l'indice ordinaire qui est ce qu'on appelle le value, c'est-à-dire, vous voyez que le CAC 40 aujourd'hui est à, je sais pas, 7500 ou quelque chose comme ça, et qu'en 1990, il était peut-être à 2000, enfin je n'ai pas le truc en tête. En tout cas, il n'y a pas un rapport de 1 à 8 entre 1990 et aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre indice qui lui correspond mieux à la vérité, c'est ce qu'on appelle le gross return, c'est-à-dire qu'on parle du CAC 40, du SP500 ou de n'importe quel indice, c'est l'indice qui correspond à la valorisation, à sa valorisation, en tenant compte du réinvestissement des dividendes versés par les actions, ce qui est logique, parce que les actions font partie de la création de richesse, les dividendes font partie de la création de richesse des actions, et si on veut vraiment mesurer la richesse qui a été créée, eh bien, il faut tenir compte de ces dividendes, il faut les réintégrer. Et si, lorsque vous êtes actionnaire mettons, sur le CAC 40, lorsque les boîtes qui vous versent des dividendes, vous les réinvestissez immédiatement dans ces boîtes-là, vous allez bien sûr avoir une performance en cumul qui sera plus importante que le chiffre apparent que tout le monde regarde habituellement, et puis qui va aussi bénéficier des intérêts composés de manière plus importante que si vous n'avez pas intégré les dividendes. Donc on arrive à des différences qui sont très significatives, et quand je vous disais donc que la performance du CAC 40, c'est à peu près celle de l'or sur la même période, c'est-à-dire multiplié par 8, on parle bien du gross return, c'est-à-dire dividendes réinvestis, et avant application de la fiscalité, puisque bien évidemment, le niveau de ponction fiscale a un effet sur ce que vont tirer au final les investisseurs, les actionnaires, mais ça ne mesure pas la performance réelle des actions concernées, qui bien sûr n'est pas entachée par la fiscalité. La fiscalité est un phénomène exogène qui n'a rien à voir avec la capacité des actions de quelque autre actif que ce soit, à créer de la richesse. Alors oui, ces chiffres surprennent, mais ils ne mentent pas. C'est d'ailleurs l'intérêt des chiffres, surtout dans des domaines finalement qui font plus ou moins partie sinon du quotidien, en tout cas de l'environnement ordinaire, sur domaines sur lesquels souvent on a des idées fausses, eh bien c'est que les chiffres détruisent les idées reçues. Ils nous disent que dans la durée, l'immobilier augmente à peu près comme les prix. C'est d'ailleurs la mission qu'on assigne. Quand on investit dans l'immobilier, c'est on se dit je vais garder la valeur de mon épargne. Même si certains espèrent plus, ils peuvent d'ailleurs obtenir plus, je vais vous dire comment dans 2 minutes. Donc c'est plutôt bien, parce que beaucoup de placements ne réalisent pas cela. Actuellement, notamment, et ça fait plusieurs années, les fonds euros des assurances-vie ne couvrent pas l'inflation. Et pourtant, il y a quelque chose comme pas loin de 2000 milliards de collecte dans les fonds euros des assurances-vie. C'est dire que 2000 milliards, ça représente quand même à peu près un petit tiers
de l'épargne financière totale des Français. C'est dire que pour en gros un tiers des Français, ou plutôt même la moitié, puisque il y a à peu près la moitié des Français qui étaient des assurances-vie, donc tout n'est pas en fonds euros. C'est pour ça que si c'est détenu par la moitié, mais que ça ne donne que le tiers de la masse placée, c'est parce que tout n'est pas en fonds euros. Mais enfin, il y a donc une très grande proportion de Français qui trouvent que finalement un placement qui ne couvre même pas l'inflation, c'est acceptable. Alors je vous disais qu'en immobilier, on peut faire mieux que juste se couvrir l'inflation, effectivement. On peut améliorer la performance en immobilier avec deux choses que tout le monde connaît, enfin dont tout le monde connaît l'existence. D'une part, c'est l'investissement locatif, puisqu'on va bénéficier de l'effet de levier du crédit, c'est-à-dire que ce sont les locataires qui nous paient notre loyer, lequel va permettre de payer tout ou partie du prêt. En général, c'est plutôt partie, sauf si on achète des choses en très mauvais état. Et puis on peut faire encore mieux si on investit dans le cadre d'un avantage fiscal qui va encore donner une performance d'origine extérieure au placement. Donc finalement, là, dans ce cas, effectivement, on arrivera à quelque chose qui est nettement mieux que l'inflation, mais pour autant, on ne peut pas vraiment comparer ça à un investissement boursier dont je vous donnais l'exemple tout à l'heure, ou un investissement dans l'or, puisque un investissement locatif avec avantage fiscal, même si ce n'est pas quelque chose d'hyper engageant, d'hyper absorbant pour celui qui le fait, c'est quand même quelque chose qui n'est pas passif. C'est quelque chose, il faut veiller au tri des locataires, il faut veiller, on peut se heurter à des problèmes, notamment le squat, etc. J'aurais pas tenu ce discours il y a 20 ou 30 ans, mais enfin aujourd'hui c'est une réalité, malheureusement, depuis quelques années. J'avais fait une vidéo là-dessus qui, à ma grande surprise, a fait plus de 100 000 vues. C'est dire que vous êtes nombreux à être conscients de ce problème. On n'a pas ce problème-là lorsqu'on investit en bourse ou dans l'or. Et puis il y a aussi des opérations de type marchand de biens. Dans ce cas, tout simplement, on va apporter de la valeur à un bien immobilier qui est soit dévalorisé à cause de son état, soit qu'on peut valoriser plus en le transformant. Mais on voit bien que là, on est dans quelque chose qui est carrément de niveau professionnel, qui n'a rien à voir avec juste, entre guillemets, investir en bourse, notamment dans les conditions que j'ai précisées en introduction, parce que là, ce sont des notions d'investissement en bourse ou dans l'or, qui est plutôt du placement passif. Voilà. Donc, en résumé, effectivement, l'immobilier, on peut arriver à quelque chose de mieux que simplement couvrir l'inflation, sans pour autant, d'ailleurs, arriver au niveau de performance que je vous ai cité pour la bourse américaine notamment et pour l'or, mais au prix d'efforts, de suivi, voire de prise de risque, qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc les opérations que je viens de vous décrire en immobilier ne permettent pas, dans la durée, de multiplier la valeur par 17. Sinon, ça se saurait. Parlons maintenant du placement dans l'or, puisque je viens de vous dire que le placement dans l'or ne demande pas du tout le même niveau d'effort et d'engagement personnel que dans l'immobilier. Eh bien, oui, acheter l'or, c'est pas difficile. Parce qu'une fois acheté, eh bien, il suffit d'attendre jusqu'au moment où cet or pourra être utilisé dans les conditions pour lesquelles on l'a acheté. Parce que l'or est avant tout une assurance contre des crises. Alors ça peut être des crises monétaires, ça peut être des crises financières, ça peut être des crises civiles. Voilà pourquoi on achète de l'or. Alors, bien sûr, quand je vous parle de l'enrichissement par l'or, c'est juste parce qu'il se trouve que ça va avec. Mais même si la performance de l'or dans la durée, c'était juste de couvrir l'inflation, par rapport aux raisons pour lesquelles on achète de l'or, c'est-à-dire de s'assurer de quelque chose qui va garder une vraie valeur face à des situations qui nous viennent de l'extérieur, qu'elles soient d'ordre économique ou d'ordre civil, sociétal, ou voire guerrier,
il remplirait sa mission. Bon. Il se trouve que depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis 1971 en fait, pour des raisons qui sont purement monétaires, mais qui sont permanentes et constantes depuis cette époque, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans, l'or ne cesse de prendre de la valeur. Alors bien sûr, il faut savoir acheter de l'or. C'est dans l'or. Quand je dis que placer dans l'or, c'est simple, oui, c'est simple, puisqu'une fois que l'achat est fait, eh bien, je viens de vous le dire, il suffit d'attendre que le moment de s'en servir soit venu. Ce qui veut dire que s'il y a des compétences à avoir, c'est en amont, c'est-à-dire c'est au niveau de l'achat. Il faut savoir acheter l'or, c'est-à-dire qu'il faut, parmi l'ensemble des types d'objets d'or qu'on peut trouver sur le marché, savoir ce que j'appelle, entre guillemets, ce que j'appellerais quel or. Il faut savoir quel or acheter, chez quel commerçant, comment, dans quelles conditions le stocker, etc. etc. Autrement dit, il faut savoir pourquoi on l'achète. L'approche est différente dans le cas d'un placement en bourse. Pourquoi? Parce que placer en bourse, c'est accéder à une performance de long terme, un tout autre ordre que ce dont on a l'habitude avec les placements qui sont présentés par le système financier, marketing, etc., aux épargnants. Bon, ce qui veut dire que la motivation, quand on investit en bourse, clairement, c'est de développer son patrimoine. Tandis que, quand on investit dans l'or, c'est de le protéger. Les chiffres que je vous ai révélés en introduction montrent qu'un véritable enrichissement par la bourse, en quelques décennies, devient possible. Une fois définie la stratégie boursière adaptée, il n'y a plus grand-chose à faire. Je parle ici de placement passif en bourse, pas de spéculation, qui est autrement plus difficile et rarement plus performante dans la durée. Le placement en bourse que j'ai présenté en introduction de cette vidéo illustre la puissance de cette stratégie passive dès lors que l'on est sur les bons marchés, les marchés qui performent. Et pour rendre concret ce que signifie le coefficient multiplicateur ou les coefficients multiplicateurs selon la durée de placement dont il était question au début de cette vidéo, eh bien, on va les appliquer à un cas théorique avec des chiffres absolument à la portée de tout le monde. Donc, quel aurait été le résultat pour un épargnant qui aurait placé en 1990, donc date de référence dans notre exemple, sur la bourse américaine, en l'occurrence donc sur le SP500, l'équivalent en francs de 10 000 euros. Je parle de l'épargnant français, bon, à l'époque c'était pas des euros, c'était des francs, donc c'est l'équivalent de 10 000 euros. Eh bien, il aurait aujourd'hui ce sont des euros, il aurait un capital de 172 000 euros à sa disposition. C'est-à-dire 17,2 fois plus que sa mise de départ, ce qui correspond au coefficient multiplicateur qu'on a vu au début de cette vidéo. Alors oui, entre 1990 et avril 2025, bon, la vidéo, ça fait un petit moment que je travaille dessus. J'ai commencé à travailler dessus au mois d'avril, on est au mois de mai. La bourse a connu d'importantes fluctuations. Je me rappelle du crack de 2002 en rapport avec les créations des sociétés en .com qui étaient, pour la plupart du temps, c'était des escroqueries, mais dans lesquelles les banques ont déversé des dizaines ou des centaines de milliards en faisant confiance à des escrocs en culotte courte. Ça avait fait du bruit et la bourse s'est trouvée impactée très, très brutalement. Ensuite, il y avait une chute également en 2005. Ensuite, il y avait eu, alors évidemment dans l'intervalle ça remonte, il y avait eu évidemment la crise des subprimes en 2007-2008 jusqu'en 2009. Ensuite, il y a eu la crise grecque en 2011-2012. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des fluctuations et qui peuvent être très considérables, donc qui peuvent dépasser les 50% de recul lorsqu'il s'agit de baisse. Et inversement, lorsque la bourse rebondit, elle rebondit extrêmement fort, et en général, elle va plus haut que
l'endroit d'où elle était partie avant de baisser. Donc on n'est pas du linéaire. L'important, c'est le résultat dans la durée, et le résultat, c'est qu'il apparaît clairement qu'entre les conséquences des phases de baisse et les conséquences des phases de hausse, la tendance de long terme est tout à fait haussière. On est exactement sur le même type d'analyse des tendances dans la durée, que ce soit pour l'or ou pour l'immobilier, sauf que pour l'or, le résultat haussier est moins puissant que pour les actions américaines, mais vous avez vu qu'il n'y a pas à se plaindre, hein, et que pour l'immobilier, c'est beaucoup moins puissant, mais c'est toujours la même histoire. Il y a des phases haussières suivies de phases baissières, etc., etc., mais la tendance de long terme est haussière. Alors j'ai déjà expliqué souvent pourquoi elle était haussière. Elle est haussière tout simplement parce que, surtout dans le cas de la bourse, qui suit directement l'enrichissement, enfin la progression de l'économie à travers les entreprises qu'elle représente, et bien dans la durée, l'économie est croissante, donc la richesse créée augmente, les entreprises sont à l'origine de cet enrichissement, donc ce sont elles qui s'enrichissent en premier lieu, et quand on est actionnaire, on est copropriétaire des actions sur lesquelles on s'est positionné, et si on a fait le bon choix, ou si on a appliqué des stratégies qui permettent, en évitant de faire des choix, de bénéficier de la tendance, eh bien on gagne beaucoup plus que partout ailleurs. Voilà. Je vous ai dit pourquoi l'or ne cesse de croître. Hein. En fait, c'est un effondrement monétaire très progressif qui se traduit par une hausse de l'or. Quant à l'immobilier, l'immobilier, on est sur des tendances permanentes. L'immobilier permet de couvrir l'inflation, point. Pourquoi la bourse performe-t-elle dans la durée à ce point mieux que les autres actifs? Alors, bien sûr, c'est la grande question. Parce que si on est capable de répondre à cette question, d'ailleurs je viens d'y répondre, je vais remettre le doigt dessus, si on est capable de répondre à cette question, on comprend que, en matière d'investissement, il faut donner la priorité à la bourse. Et puisque c'est une question fondamentale, c'est un sujet qui fait depuis des décennies l'objet d'études des financiers comme des universitaires, qui d'ailleurs sont souvent les mêmes personnes. En première analyse, la réponse est mathématique. C'est tout simplement que la puissance des intérêts composés et que cette puissance, avec une performance annuelle en bourse qui est supérieure à celle des autres actifs, eh bien, le résultat des intérêts composés lorsqu'on investit en bourse est rapidement beaucoup plus fort, c'est-à-dire dans la durée, qu'avec les autres types d'actifs. Et au bout d'un certain nombre d'années, on arrive effectivement à une différence qui est énorme, c'est-à-dire que la boule de neige, quand on investit en bourse ou que ce soit dans autre chose, et qu'on laisse courir l'investissement, il y a le phénomène de boule de neige avec accumulation de fait ou volontaire des produits de l'investissement qui sont réinvestis, donc c'est la fameuse boule de neige des intérêts composés. Et bien en bourse, cette boule de neige devient plus rapidement grosse qu'avec les autres. Alors, ça amène une question qui est vraiment plus fondamentale, qui est d'où vient la performance annuelle moyenne de la bourse américaine versus les autres actifs. Alors cette raison, je vous l'ai donnée un petit peu plus haut, mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, parce que derrière cette prise de conscience, il y a la mise au point de stratégies qui s'appuient là-dessus et qui sont donc gagnantes à coup sûr dans la durée. Eh bien, c'est que la bourse représente l'ensemble des entreprises cotées, en l'occurrence américaines puisqu'on parle de ça, et qu'elle suit donc l'enrichissement de ces entreprises. Et l'enrichissement de ces entreprises, ça représente la plus grande création de richesse au monde dans la durée. On va reprendre le cours de l'exemple sur lequel on a commencé à réfléchir il y a 5 minutes, c'est-à-dire notre épargnant qui est entré en bourse en 1990, avec donc l'équivalent de 10 000 euros, qui dispose aujourd'hui, on l'a vu, de 172 000 euros. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si on continue comme ça? Alors comme il est entré en bourse il y a 35 ans, et qu'on va supposer qu'il avait déjà la trentaine, et aujourd'hui il a 65 ans, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui va se passer dans 35 ans, ça lui ferait 100 ans à l'arrivée, c'est pas sûr que
ce soit possible pour lui. Donc on va supposer qu'il fait don de son portefeuille boursier à ses enfants, avec la consigne de laisser le portefeuille évoluer sans jamais intervenir. C'est-à-dire, il demande à ses enfants d'appliquer exactement la même stratégie pendant 35 ans que lui-même a appliquée pendant 35 ans. Et on va supposer, là évidemment c'est une supposition qui n'est pas prouvée, puisque en bourse, comme d'ailleurs quoi que ce soit dans la vie, ce qui s'est passé n'est pas une présomption, on ne préjuge pas de ce qui va se passer dans l'avenir, mais on vient de voir que la performance que l'on a eue sur le SP500 pendant 35 ans, c'est une durée qui est très très longue et qui est probablement, vu sa durée, assez constante. On peut se projeter là-dessus pour l'avenir. Encore une fois, sans être certain à 100% que ce sera juste. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus juste comme projection que si on se basait sur la performance de la bourse pendant 5 ans, 10 ans ou même 15 ans. Voilà. Alors, on va donc supposer que dans les 35 ans qui viennent, la performance moyenne annuelle de la bourse sera la même qu'elle a été depuis 35 ans. Avec cette supposition, dans 35 ans, le portefeuille qui aujourd'hui fait 172 000 euros fera 2 958 000 euros. Il faut quand même rappeler que, à l'origine, le monsieur a mis 10 000 euros. Enfin, c'était des francs, donc il a mis l'équivalent de 10 000 euros dans ce portefeuille. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une belle contribution à l'avenir financier de ses enfants, puisqu'il aura fait don du portefeuille. Et c'est aussi un enrichissement spectaculaire, parce que les 10 000 euros placés à 35 ans, comparés aux quasiment 3 millions d'euros qu'on aura dans 35 ans, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr, eh bien c'est une multiplication par combien par 1000, par 300 à peu près, par 350. Sans aucun ajout d'épargne pendant toute la durée. Le but de cette vidéo, eh bien c'est principalement de vous faire prendre conscience de ces réalités, notamment boursières, sans lesquelles on a peu de chances de s'enrichir. Si vous avez des assurances vie, même si tout n'est pas en fonds euros, qu'il y a une partie qui est en unité de compte, c'est-à-dire en fonds, mais ce n'est pas des fonds boursiers en général, ce sont des fonds, ils ne sont pas cotés en bourse, pour diverses raisons que je ne vais pas analyser là, c'est pas ce qui est intéressant dans cette vidéo. Les résultats vous les connaissez, probablement, enfin, dans le meilleur des cas, vous avez peut-être progressé de 50%, voire 100%, mais depuis 30 ans, vous avez donc pu mesurer par vous-même quelles sont les limites de ce type de placement et d'investissement, qui sont les seuls qui vous soient conseillés avec toute la puissance de distribution des produits financiers par le système. La bourse, tout le monde connaît, enfin tout le monde sait que ça existe, mais peu de gens ont conscience de ce qu'est le potentiel de la bourse, tout simplement parce que la plupart des gens qui font de la bourse le font pas du tout comme il faut, et que l'expérience qu'ils en ont est souvent une expérience de perte plutôt que de gain, et encore moins de gains très importants. Mais la bourse, c'est pas fait pour la façon dont beaucoup s'en servent, c'est fait pour obtenir le type de résultat que nous sommes en train de voir. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore touché du doigt cela, maintenant que vous avez compris, que vous êtes en train de comprendre que la détention de certaines actions et d'or est le secret, du moins l'est depuis 35 ans, pour développer la valeur de notre épargne et en même temps la sécuriser, parce que si l'or a fait une très forte progression, tant mieux, mais encore une fois, ce qu'on demande alors, c'est de sécuriser l'ensemble de notre patrimoine, et notamment notre patrimoine financier. C'est évident que quand il multiplie sa valeur par 8 depuis 35 ans, la mission est largement accomplie, c'est-à-dire que s'il arrivait des problèmes à notre patrimoine financier, ou même à notre patrimoine immobilier, avec ce qu'on a gagné sur l'or, à condition qu'on ait évidemment placé autre chose que des clopinettes en or, il y a de quoi compenser. Donc l'or remplit sa mission. Cette mission, donc, c'est de sécuriser notre patrimoine en cas de crise venue de l'environnement, que ce soit l'environnement monétaire ou politique. Alors pour vous,
qui découvrez ça, je m'adresse à ceux qui, bien sûr, le découvrent. Concrètement, la question se pose, qui est comment acheter de l'or et comment investir en bourse. Alors je vais vous faire deux réponses évidentes, on va commencer par les évidences. Pour la bourse, il suffit d'ouvrir un compte de bourse. Et pour l'or, eh bien, il suffit d'acheter de l'or. C'est tout. Naturellement, si votre démarche se contente à faire cela et ensuite à acheter n'importe quoi en bourse et acheter de l'or n'importe quand, n'importe comment, ou n'importe quel type d'or, il y a peu de chances que vous obteniez le genre de résultat que je vous présente depuis le début de cette vidéo. Donc bien sûr, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'achète en fait, qu'on parle de bourse ou qu'on parle d'or. Donc je vous le disais, pour l'or, c'est ce que j'appelle quel type d'or, et quel type d'or également chez quel profil de professionnel, puisque les conditions d'achat, notamment en termes de coûts, des coûts divers, ne sont pas les mêmes chez tous les professionnels, et puis également comment le conserver. J'ai fait allusion tout à l'heure, mais la conservation de l'or est essentielle, puisque quand on achète de l'or, c'est dans l'idée de devoir s'en servir un jour ou l'autre. C'est-à-dire lorsque les conditions, ce que l'on veut, ce contre quoi on veut se protéger, arrivera, c'est de pouvoir disposer de notre or. Et selon que notre or, il est chez nous dans un placard, chez nous dans un coffre, au fond du jardin, dans un coffre en banque, dans un coffre du circuit professionnel, en France, à l'étranger, etc., évidemment, c'est pas du tout pareil. Mais en même temps que j'évoque cet aspect pratique, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Du point de vue sécurité, c'est pas la même chose de le garder dans un coffre du circuit professionnel à Singapour que dans un petit coffre, dans son appartement, quelque part en ville. Voilà. Donc c'est cet ensemble de choses qu'il faut maîtriser pour acheter de l'or. Ben, pour les actions, il y a aussi des questions spécifiques à se poser, c'est bien sûr lesquelles, à travers quels instruments financiers, puisque vous savez, les actions, on peut les acheter de manière isolée, on peut les acheter à travers certains fonds, à travers d'autres types de fonds. Il y a également des instruments financiers divers et variés dont je ne parle pas ici. Et bien sûr, avec quelle stratégie. Autrement, c'est juste de la loterie. Tout ça n'est pas très compliqué à comprendre, ni à apprendre, ni à maîtriser. Il faut simplement pouvoir se former, et justement, c'est possible. Il existe des formations. Moi-même, certains d'entre vous le savent, j'en produis et j'en commercialise. Dans une première approche, vous pouvez étudier les présentations détaillées des formations que j'ai créées sur comment acheter l'or qu'il faut. Je vous résume le titre, il est un peu plus long que ça. Et également celle sur l'enrichissement passif par la bourse. Alors pourquoi je vous cite cela comme une première approche possible? Simplement c'est parce que ces présentations détaillées sont vraiment détaillées. Et à travers, en prenant connaissance des présentations, vous comprenez quel est le cadre général, quelles sont les problématiques générales en ce qui concerne ce type de placement. Et puis naturellement vous connaîtrez aussi quelles sont les questions à se poser, puisque les différents chapitres qu'il y a dans ces formations, les différents modules, sont pour certains tout simplement des réponses à ces questions de départ, et également les thèmes qui structurent ces sujets. Autrement dit, même si vous n'achetez pas encore les formations, quoique c'est pas interdit de les acheter tout de suite, mais en tout cas, ça vous apporte largement de quoi nourrir votre réflexion avec des éléments sérieux. Et c'est donc une première étape pour avoir une vue d'ensemble de ces sujets. Vous pouvez accéder gratuitement à ces présentations à partir des liens sous la vidéo et en tête de la partie description, puisqu'il y a un lien par présentation. Merci de votre attention, portez-vous bien, à bientôt.